Nous reprenons donc le travail de la matinée, la dernière matinée du colloque. La deuxième séance a pour titre « Une littérature multiculturelle » et nous allons écouter tour à tour quatre communications. La première est celle de Madame Danielle Laguillon-Henteti, qui n'est pas avec nous, qui a envoyé son texte que donc Madame Malia Bakar va lire. Son texte s'intitule « De l'italianité à l'identité multiculturelle, parcours d'auteur italo-tunisien d'expression française ». D'accord. Donc, juste un mot, Madame Danielle Henteti Laguillon, elle s'est spécialisée vraiment dans la recherche des traces italiennes en Tunisie dans le domaine de l'écriture, justement. Donc, voilà, elle m'a envoyé sa communication en s'excusant de ne pouvoir être là parce qu'elle est au nord-est, ouest plutôt de la France. Alors, de la même manière que les philosophes utilisent des fables et autres métaphores pour construire les concepts, de même, la fiction littéraire permet de conceptualiser et d'interroger certaines catégories problématiques comme l'identité. L'identité est un paradigme majeur en sciences humaines et sociales et en littérature, se construisant par intégration, par ouverture à l'altérité, mais également par rejet et négociation. Le concept est égalité, équivalence, mais aussi appartenance. Sa richesse requiert toutefois une délimitation. Ici, l'objet d'étude est envisagé dans la littérature italo-tunisienne francophone, un champ d'étude où les questions de la construction de l'identité se posent avec acuité en raison des conditions historiques particulières. Premier exil depuis l'Italie, colonisation et décolonisation, second exil depuis la Tunisie. Longtemps ignorés, les auteurs italo-tunisiens francophones font l'objet d'études depuis les années 2000. Alors, elle met beaucoup de notes, bien sûr, pour référer aux écrits. Les 15 auteurs pris en considération sont tous nés en Tunisie entre 1885 et 1948. Élevés dans une Tunisie cosmopolite où la polyphonie linguistique les a bercés et métissés, ils sont bilingues. Leur production littéraire en français couvre près d'un siècle depuis la publication posthume des poèmes d'un maudit en 1923 jusqu'aux 2 romans publiés en 2019, La fortune et Itinéraire, constituant un corpus de 19 textes entre romans, nouvelles, recueils de poésie ou de souvenirs. Cette production importante se prête donc bien au questionnement. Nous allons nous demander comment, dans ces ouvrages, les narrateurs ont évolué par rapport à l'italianité et à quel était le rôle de la langue française dans la construction de leur identité. Donc, premier point, identité et italianité. Pour tenter de contrebalancer la conception dogmatique, sectaire et intolérante de l'identité, réduite à une seule appartenance pour certains, d'autres auteurs ont défendu l'idée d'une identité plurielle, changeante, faite de l'ensemble des appartenances qui nous traversent. Dans notre corpus, les narrateurs sont soit je autobiographique, soit je auto-fonctionnel, fictionnel, soit il ou elle. Leur identité personnelle est fixée d'abord par l'ipséité, où domine le nom révélateur de l'origine et de l'appartenance à une famille. Mais les histoires de vie leur échappant souvent,
C'est pourquoi ils éprouvent le besoin de reconstituer leur généalogie, soit par des recherches, soit en s'inventant une histoire familiale, comme le livre de La légende d'Adrien Salmieri. Quelques-uns, cependant, n'ont pas besoin de recherches généalogiques pour attester leur identité. Ainsi, Rosaire Di Stefano écrit, je cite, « L'histoire m'explique mal comment mes arrière-grands-parents ont débarqué dans ce secteur quasi désertique au siècle dernier. Nous n'avons jamais voulu savoir de quelle région de Sicile ces forçats de la truelle arrivaient. Ces gens-là, la misère ne se racontait pas. Déjà, l'inhibition était de rigueur. Leur progéniture, avide de renouveau, n'ont jamais tenté le moindre voyage à rebours. Enfin, d'autres marqueurs identitaires sont à prendre en considération, comme la langue, l'héritage culturel et parfois religieux transmis par les familles, les études à l'école italienne qui confortent l'italianité ou à l'école française qui entraîne une rupture de transmission par la déculturation, tout en apportant une nouvelle culture. L'influence des maîtres insignes, entre guillemets. Enfin, les choix de vie. C'est dire que l'identité peut évoluer dans un parcours de vie. En Tunisie, la construction identitaire individuelle a commencé au XIXe siècle, en adéquation avec celle de la colonie italienne établie en Tunisie, en rapport avec l'unification italienne, puis avec l'Italie unifiée. On est ainsi passé de l'émigré à l'italien. L'italianité est donc devenue la référence identitaire. L'usage de l'italien, devenu langue nationale en 1860, ainsi que la rhétorique patriotique, l'utilisation de symboles et de mythes, en particulier celui de Garibaldi, en s'appuyant sur des processus d'identification, ont constitué autant de repères qui vont perdurer. Au XXe siècle, cependant, des bouleversements profonds se font dans le sentiment d'appartenance à l'italianité. D'abord dans l'entre-deux-guerres par suite de problèmes politiques et idéologiques, puis après la guerre à cause de la liquidation des institutions italiennes en Tunisie, enfin de l'indépendance de la Tunisie qui va pousser à l'exil. Émigrer entraîne un déplacement de l'observation. La distance conduit à une interrogation sur l'identité et l'altérité. Diverses stratégies identitaires vont être mises en place. Donc, deuxièmement, les stratégies identitaires. Il y a la première qui est l'intégration de l'italianité. Au temps du protectorat, l'italianité n'est pas remise en question malgré les divergences idéologiques, mais reste bien l'identité de référence des Italiens, groupe de minoritaires entre pouvoir français et majorité tunisienne musulmane. Ce sentiment est également partagé par Raoul Darmon et par Guido Medina, tous deux auteurs d'origine livournaise. Leur éducation ouverte, leur bilinguisme, l'influence de leurs maîtres les prédisposent à plus que de la tolérance, un œcuménisme de bon aloi. Leur imaginaire est fortement marqué par la coexistence des religions, à la Goulette pour Darmon, à Monastir pour Medina. Dans ses ouvrages, Guido Medina témoigne du rôle des professeurs du lycée italien de Tunis, qui, entre guillemets, voulaient tous la grandeur de la patrie, et de celui des institutions italiennes, aux valeurs inculquées par son milieu et son éducation, au goût de la culture italienne, s'ajoute un amour jamais démenti pour la France et pour la littérature française. Ce lettré italien, entre guillemets,
va militer tout au long de sa vie pour le rapprochement de tous les habitants de Monastir, pour le rapprochement des sœurs latines au nom de la culture et de la paix, pour la coexistence de toutes les ethnies en Tunisie après l'indépendance. Car le cosmopolitisme de la Tunisie lui a fait penser, sa vie durant, que l'humanité possédait les capacités de vivre sereinement en acceptant les diversités sociales, religieuses et culturelles. Seul auteur mort en Tunisie et inhumé au cimetière du Borgel, il fut aussi le seul à avoir été décoré officier de l'Ordre du Mérite de la République tunisienne. Elle aborde ensuite la deuxième stratégie, qui s'intitule « Ouverture à l'altérité ». Tout individu est à la recherche d'une estime de soi positive et son appartenance à des groupes sociaux en dépend. Quand cette identité est dévalorisée ou remise en question, l'individu recourt à des stratégies identitaires pour la restaurer. Je saute sur Scalesi, puisqu'il en a été question. Pour les auteurs et narrateurs qui ont quitté la Tunisie après l'indépendance, leurs propositions littéraires et culturelles en lien avec l'émigration sont la traduction, dont on parlera justement tout à l'heure, et la mémoire. Car émigrer est un déplacement de l'observation, la distance conduit à une interrogation sur l'identité et l'altérité. Pour Giuseppe Guglioro, émigré sicilien, l'identité est basée sur son nom, sur son histoire familiale, sur sa culture d'origine acquise au pays natal, la Sicile, sur des valeurs familiales, sur la laïcité, sur la philosophie de vie transmise de père en fils. Je cite, « C'est ça la vie, Michel. La santé, le travail et le bonheur de voir ses enfants grandir et prospérer à leur tour. » Fin de citation. L'exil signifie l'abandon de sa propre terre pour une autre terre et contraint à des renoncements. Les liens familiaux, les fêtes traditionnelles, à voir sa tombe au cimetière du village, entre guillemets, en vertu de la loi sacrée de naître et mourir au pays. Dès son arrivée à la Goulette avec sa famille, la devise de Giuseppe devient « s'adapter pour s'intégrer ». De façon pragmatique, ils adoptent des objets, des plats, des usages propres à leur pays d'accueil. En outre, l'apprentissage d'une nouvelle langue est aussi un facteur d'intégration. Je cite, « L'avenir est à ceux qui parlent le français. Ceux qui s'entêtent à pratiquer leur dialecte n'avanceront pas. Mon fils, lui, répétait toujours son père. Parle l'arabe et le français. Le français pour faire bon ton chemin, l'arabe parce que c'est la langue de la terre d'accueil. » Fin de citation. Ce processus d'intégration mène à des choix de vie dont la naturalisation française, étape que franchit Michel Guglioro. Mais ils n'ont pas abandonné totalement leur ancienne culture, la déculturation est partielle. Ils continuent à faire la passeggiata, les hommes à jouer une partie de scoba et de briscola, les femmes à préparer des raviolis à la ricotta, aussi bons que là-bas, à danser comme en Sicile. Ils ont même importé de leur Sicile natale, la procession de la Madonna di Trapani. L'identité, c'est aussi s'identifier par rapport au regard de l'autre. Dans la Tunisie coloniale, les rapports entre ouvriers de différentes nationalités sont difficiles du fait des inégalités. Mais dans la vie quotidienne, c'est différent. Installé près de Mateur, Michel Guglioro est accepté sans réserve par les Tunisiens du fait de sa personnalité ouverte
de sa façon d'être et de vivre dans un douar. Je cite, « Mais tu vois, tu es un Roumi, et pourtant on t'accepte, parce que tu es comme nous. Tu n'es pas seul ici. Tant que tu te comporteras en homme de bien, comme tu le fais, tu auras notre amitié, notre aide et notre protection. » Fin de citation. En somme, l'identité se construit par strates, par superposition, tout au long de la vie, aboutissant à une transculturation. Je cite, « Moi, en tant qu'homme, grâce à cette émigration, j'ai progressé. » La troisième stratégie, par rejet et négociation. Mais les stratégies de construction identitaire ne sont pas les mêmes selon l'époque et le pays d'accueil, comme le montre la littérature de la mémoire. À travers leurs stratégies linguistiques et contradictoires, écrire dans la langue du pays d'accueil, la France, et pour certains y enseigner la langue de la mère patrie des ancêtres, s'exprime l'âme blessée de ces écrivains, déchirée entre le désir de se fondre dans l'environnement politique, social et culturel du pays d'accueil, et pour les plus jeunes, la nostalgie des jours enfuis. Le départ définitif de Tunisie est ressenti différemment selon leur vécu. Ainsi, Nathanaël Montefiore ne s'accepte pas en tant que, je cite, « petit juif italo-tunisien ». Pour lui seul compte son appartenance à la nation française du fait de sa langue, de sa nationalité, de son éducation au lycée Carnot de Tunis, de sa culture laïque. Pour lui, quitter la Tunisie est donc un soulagement. D'une part, il échappe au racisme, d'autre part, étant favorable à l'indépendance des Tunisiens, il s'est auto-exclu des habitants du pays en tant que Français, prédestiné et conditionné par sa famille à faire ses études à Paris et à y vivre. Mais à Paris, il ne trouve pas la sérénité souhaitée. Dans l'incapacité d'ajouter du neuf au passé pour créer et non pas s'enfermer dans l'histoire de ses ancêtres, Nathanaël choisit de disparaître lors des vacances en Sicile. En revanche, pour les autres narrateurs, quitter la Tunisie est un déchirement. L'exil entraîne la perte des repères identitaires qu'il s'était forgés et provoque une fêlure persistante. Je cite, « J'ai vécu l'exil, le déracinement, la perte de repères identitaires. J'ai frôlé le risque du péril sur soi, blessé à jamais dans mon identité. La colonisation n'avait aucun sens pour moi. La Tunisie était la terre d'accueil de mes ancêtres. Ils n'étaient pas venus en conquérant ni en colonisateur en Tunisie, mes ancêtres, mais les mains vides comme des pauvres qu'ils étaient, cherchant du travail et une terre accueillante pour y vivre. » Fin de citation. Les narrateurs migrants connaissent des atteintes à l'unité de sens, leur équilibre est mis à mal par les valeurs traditionnelles auxquelles ils s'identifient, c'est-à-dire les valeurs définissant leur identité d'origine, ne leur permettent plus de s'accorder avec leur nouvel environnement. Ils se sentent différents par leur profil, hors normes, par leur vocabulaire, par leur accent, par leurs vêtements, par leurs habitudes alimentaires. L'éclatement de la famille leur pèse, ils souffrent également de la disparition des rites et des fêtes qui accompagnaient leur vie quotidienne. La rupture avec leur environnement social et avec la continuité historique provoque en eux des conflits identitaires qu'ils ne peuvent dépasser que par une assimilation originale des apports extérieurs en fonction des structures symboliques de leur culture d'origine. Ils mettent donc en œuvre une stratégie pragmatique de maximisation des avantages. En s'hyper-adaptant aux dépens de l'unité identitaire,
et en occultant toute une partie de leur identité. Toutefois, la réflexion sur soi-même puis l'écriture vont leur permettre de retrouver une unité identitaire que je cite pour terminer, puisque je dois respecter les temps. Les précieuses paroles ressassées depuis ma plus tendre enfance et recueillies pêle-mêle à différents moments m'imprégnèrent d'un sentiment d'appartenance ethnique. Attaché à mes racines par ce lien inaltérable, je compris avec le temps comment, à travers le métissage sicilien, d'où j'étais issue, et le parcours tumultueux de mes grands-parents, je devins française. Les combats intérieurs pour apprendre qui j'étais furent nombreux et les dilemmes douloureux. Aujourd'hui, j'assume ma lignée sicilienne et ma culture française. Voilà, on découvrira la suite à la publication. Micro. Merci, professeur Samuel Mazouk. Je voudrais tout d'abord remercier l'organisatrice de ce colloque, Alia Bakar, et le département des lettres qui a bien appuyé l'initiative de mener à bien ce colloque. En fait, je vais travailler aujourd'hui sur une traduction qui a mis 21 ans pour voir le jour, d'un livre qui a été écrit par un ambassadeur qui a passé 5 ans en Tunisie, de 1968 à 1973. Il a écrit un livre, Imágenes de Túnez, et où il décrit toute la vie sociale, historique et culturelle tunisienne. Et il retrouve son pays, d'après lui, à chaque coin de rue, comme je vais le dire tout à l'heure. Il a été traduit en 2010 à Images de Tunisie. Donc je vais essayer, et son souhait était qu'on arrive un jour à ce que le Tunisien arrive à lire un tout petit peu son vécu en Tunisie pendant 5 ans. Donc je dirai quelques mots sur Alfonso de la Serna, qui l'auteur de Imágenes de Túnez. Cet ouvrage a été écrit en 1979 et réédité en 1990. Pendant son séjour de 5 années, il a été épris de la beauté du pays, de son histoire, de son raffinement, des traces et des sonorités lointaines qui lui rappelaient son propre pays d'origine, l'Espagne. Il a su pénétrer en profondeur la société tunisienne de l'époque. Il était l'ami des grands comme des plus humbles. Amateur des belles lettres et des arts, il a fréquenté des milieux artistiques et culturels. De par son métier d'ambassadeur, il est entré en amitié avec l'élite tunisienne de l'époque. D'ailleurs, l'ayant rencontré à plusieurs reprises à Madrid, il semblait préoccupé par le bien-être de ses amis et me posait nombre de questions à leur sujet, sachant que moi-même avais établi des liens particuliers avec les mêmes personnes. J'ai été particulièrement frappé par la personnalité de cet homme qui m'interrogeait sur des sujets d'une grande pertinence intellectuelle, car il semblait connaître en profondeur les arcanes de l'histoire et de la société tunisienne. En éternel amoureux des lieux qu'il avait traversés, il restait imprégné des images et des symboles d'un pays qu'il portait dans son âme. J'ai été particulièrement frappé par son écoute, sa sagesse et sa grande modestie. Il a écrit un deuxième livre, et même plusieurs, mais je citerai que celui-ci, L'Espagne et la Tunisie à l'heure actuelle. Son livre Imágenes de Túnez, publié à Madrid en 1979 par l'Institut hispano-arabe de culture, réédité en 1990, et la traduction a été faite en 2010,
est un ouvrage de 345 pages et divisé en 18 chapitres. Je ne citerai pas tous les chapitres, mais quelques-uns. Tunis la Verte, la Médina de Tunis, la Goulette, Carthage, Sidi Bou Saïd, Kairouan, etc. Comme nous pouvons le constater par les titres des différents chapitres, Alfonso de la Serna a parcouru le pays de long en large et a essayé à chaque fois de retrouver les traces andalouses. Il est convaincu que ce pays est fortement imprégné par des grandes civilisations qu'il retrouve partout à l'intérieur des demeures, dans la rue, dans les coutumes et les traditions, dans l'art culinaire, dans certains métiers. À chaque fois, il est surpris et essaye de nous surprendre. Tout lui rappelle l'Espagne et il ne cesse de nous le rappeler. Tout d'abord, il m'a déjà été très difficile d'accepter la traduction littérale du titre de l'ouvrage. La raison tourne du concept imagines, car traduire simplement par image serait comme amputer de l'un des sens le terme en question. Imagines a un sens polyphonique allant du symbole à la vision du voyage dans le temps et l'espace, d'un extérieur à un intérieur de l'âme. Il aurait fallu ajouter un terme relatif à la sensation, au sentir de la Tunisie, ou supprimer peut-être le mot et le remplacer par un autre. Dans ses notes préliminaires, notre auteur, très modestement, présente son ouvrage en une dénégation de ce qu'il n'est pas. Je cite, « Ce n'est pas un livre de mémoire, ni une chronique de voyage, ni un guide touristique, ni un reportage journalistique. Ce n'est pas non plus un travail d'investigation historique, ni un essai politique, bien qu'il y ait des traces de tout ceci. C'est tout simplement quelque chose de plus léger et sans prétention, une collection d'images que je gardais en mémoire, dit-il. » Fin de citation. Dans son ouvrage, il est surpris et nous surprend par les multiples facettes qu'à chaque tournant d'une ville ou d'un paysage, il rencontre. Il dit, je cite, « Et je suis souvent surpris devant la singulière personnalité de ce pays, si proche du mien, mais si peu connu, si exemplairement méditerranéen et riche en incitations, suggestions et stimulations pour l'esprit du visiteur. » Fin de citation. Il s'interroge, et je cite, « Pourquoi les Espagnols de notre époque ne le connaissent-ils pas si bien ? Je me le demandais alors que j'allais d'une découverte à une autre. » Fin de citation. Son intérêt est tellement fort pour le pays d'accueil qu'il voudrait faire œuvre de pionnier afin que ses compatriotes espagnols puissent découvrir un pays aux racines si proches l'un de l'autre. Il évoque ces images du souvenir qui l'accompagnent constamment de références historiques, de citations, de notes et de biographies. Il dit notamment, et je cite, « Je ne l'ai pas fait par un besoin d'érudition ni pour impressionner le lecteur, mais par un besoin de sérieux et de respect pour celui qui me lira. » Fin de citation. Laissons ainsi la porte ouverte pour tous ceux qui voudraient parcourir le même chemin en approfondissant par des connaissances scientifiques l'histoire du pays. L'impression qui se dégage de cet ouvrage, avec ses continuelles références à l'Espagne, aurait pour but de renforcer les liens multiséculaires qui lient les deux pays de la Méditerranée. Pour moi, dit-il, je cite, « Ce fut une surprise de découvrir tant de points de ressemblance entre les deux pays. La Tunisie s'est toujours trouvée depuis des siècles liée à l'Espagne par 1000 liens différents, et un Espagnol, pour modeste que soit sa conscience historique et son érudition, ne pouvait échapper à tant d'incitations similaires. » Fin de citation. Cependant, Alfonso de la Serna ne voudrait pas faire de son œuvre un ouvrage purement historique. Son intention est de nous inviter dans un voyage presque biographique à travers les images poétiques du souvenir à une véritable rencontre d'une âme et d'un pays dans ses multiples aspects. Surgissent d'emblée des senteurs et des couleurs qui s'ouvrent à l'imaginaire. C'est Tunis la Verte qui apparaît en cascade de vergers fleuris. Je cite, « Un verger d'orangers, de citronniers, cascade de mimosas, trailles rampantes de bougainvilliers. » Fin de citation. À côté de cette image, nous dit-il, je garde un autre premier souvenir, celui d'une senteur, l'odeur du jasmin. Cette délicate effleuve imprégnera tout le livre d'un bout à l'autre. Je cite, « De toutes parts, le jasmin. Si la rose est la fleur de France, l'œillet celle d'Espagne, le chrysanthème celui du Japon, et le jasmin est sans doute la fleur de la Tunisie. » Fin de citation. Petit, dit-il, flagrance, délicate, le jasmin qui grimpe dans les patios des maisons tunisiennes comme une légère dentelle parfumée de gué, jasmin, écume légère des jasmins,
jasmin apprêté, condensé dans un petit bouquet que le Tunisien aime à tenir dans la main lorsqu'il se promène, indolent l'été à la tombée de la nuit ou derrière l'oreille, de la même manière que les paysans andalous, leurs ancêtres. En artiste peintre, Alphonse de la Serna, tout au long du livre, nous offre une série infinie de tableaux tachetés de couleurs à la manière des peintres impressionnistes, désirant capter les lumières d'un pays où à chaque tournant ou virage, l'étonnement et la surprise surprend le regard. Cette cascade de tableaux est autant de sentiers pour parcourir des villes, des quartiers, des paysages où les hommes et les femmes s'agitent, s'activent comme des personnages vivants, offrant une dimension humaine aux différentes activités de la société. De la Serna pénètre à l'intérieur de ce monde caché, jaloux de son intimité, et qu'il invite tout de même, par le fait de l'hospitalité, à rentrer dans le jeu du partage. Au début du chapitre « La Médina de Tunis », et bien entendu, je ne pourrai pas oralement vous parler de tous les chapitres, mais je ferai un choix, mais à l'écrit, toutes les descriptions seront plus ou moins étudiées. Et après avoir fait une chronologie détaillée de l'histoire de la Médina, Alphonse de la Serna se laisse guider par son intuition. Celui-ci le guide au centre névralgique constitué par la grande mosquée Zeytouna. Il est particulièrement attiré par la fonction de cet édifice qui est surtout le lieu de rassemblement de la communauté. Toute la Médina est construite autour de ce monument qui l'a fortement impressionné, sur un sanctuaire chrétien dédié à Sainte Olive. L'auteur évoque en se référant à la mosquée, et je cite, « Je voudrais simplement ajouter que de l'ère de la Zeytouna se dégage religiosité et culture. » Fin de citation. De la Serna parcourt les ruelles des différents souks et de nouveau il est surpris par les odeurs, les couleurs, le mouvement, l'architecture, le raffinement de cette ville. Il parcourt le mouvement concentrique de la Médina. Il se sent attiré par les souks, proches de la grande mosquée, respectables et silencieux, les plus aristocratiques de par leur activité commerciale. Ce qu'il retient de la Médina, c'est son caractère mystérieux, qu'il tente de décrypter. En essayant de décoder tous les éléments que constituent la Médina, à savoir les ruelles, les édifices, les maisons, les monuments, et réalise l'importance de la présence andalouse. Ce fait le pousse à faire une recherche approfondie qui le mène de découverte en découverte à partir d'une intuition première. Il réalise qu'il y a eu plusieurs strates de civilisation et de culture superposées. Je cite, « Orient et Occident se rencontrent, nous dit-il, du haut de ces minarets érigés sur les terrasses de la Médina, et tous deux se vont dans l'unité de l'islam. » Fin de citation. Dans les rues de la Médina, chacun va à la rencontre de stèles, de tombes, de faïences, d'estucs, portes cloutées, patios, jardins, des noms, des souvenirs qui nous parlent de ces Andalous qui, durant des siècles, offrirent une certaine tonalité espagnole à la capitale des monarques Hafsides. Fin de citation. De toutes parts, il retrouve son pays natal, l'Espagne. Alphonse de la Serna ne voulait pas faire une description vulgaire de la Médina, car, dit-il, je ne vais pas décrire une Médina arabe, car cela a été fait par des milliers de fois, par d'illustres personnes. Son intention était d'aller plus loin dans la description et de dévoiler l'âme profonde de cette ville. La Médina de Tunis a une certaine particularité due à l'influence des différentes civilisations et des différents peuples qui y avaient logé. Chaque édifice, chaque maison ou coin de rue lui rappelle un souvenir lointain où plusieurs peuples s'étaient croisés, les Arabes, les Berbères, Nord-Africains, des Noirs venus du fin du fond du Soudan, des Turcs de l'époque ottomane, des Mamelouks, des janissaires d'origine européenne, chrétienne, des esclaves, des renégats, des missionnaires catholiques, des juifs, des commerçants européens, des travailleurs maltais ou siciliens. De toutes parts, un élément lui rappelle un fait historique. De la Serna ne se contente pas de la description des lieux, c'est aussi le vécu des peuples qui transpasserait à travers des pages empreintes de nostalgie. Une mélancolie qui s'arrête devant le spectacle du peuple et des choses évanescentes tel un tableau de naufrage. La Goulette, pénétrée par une multitude de peuples qui vécurent en harmonie, et une déambulation à travers l'ancien quartier de la Goulette le mène de surprise en surprise. Je cite, « Ce n'est pas, nous dit-il, le minaret d'une mosquée, sinon le clocher d'un temple catholique, l'église de Saint-Fidèle qui fut celle des frères Capucins, et qui aujourd'hui maintient le culte pour une minorité de croyants qui vivent encore à la Goulette.
Il est frappé par la présence des fêtes catholiques et il mentionne en particulier celle du 15 août, Notre-Dame de l'Assomption. Sidi Bou Saïd est décrit en détail, où il retrouve, et je dis, une intimité silencieuse. Je cite, « Ne rien dire, seulement divaguer, comme en songerie, par les rues claires, silencieuses, fleurant le jasmin sous la caresse du soleil, la caresse de l'air marin, la caresse même de Sidi Bou Saïd. Ne rien faire, ne rien dire, presque ne rien sentir, dans un doux abondant sans penser. Jasmin, jasmin, annonce une voix somnolente, la magie de Sidi Bou Saïd. » Fin de citation. Inutile de s'attarder de nouveau sur d'autres chapitres, car tous ont un point commun, c'est l'histoire de la fondation d'une ville ou d'un village. Tous font référence à un écho permanent de celui de la terre hispanique. Là où se déplace, l'Espagne apparaît. Le djéride devient pour lui Castille, Bir Castilla, El Pozo de Castilla, le puits de Castille, jusqu'à El Majrid, nom arabe de Madrid. Au fur et à mesure de son long voyage autour de la Tunisie, il s'ouvre à l'humain. Un épisode étonnant et émouvant nous le prouve, celui de sa rencontre avec une bédouine qui tisse sur un vieux métier et à laquelle il va commander un bournous en poil de chameau. Il est atterré par cette femme qui, sous des aspects rudes, au visage brûlé par mille et un soleil, se transforme en ses yeux en une beauté mystérieuse à l'image du pays qu'il parcourt. Le chapitre 14 repose essentiellement sur la description des régions fondées par les Mourisques au XVIIe siècle. D'après Salah Belrouna, en se promenant un jour en compagnon du maire d'El Alia, le maire de l'Alia, Salah Belrouna, lui avait dit que 80% de ses habitants étaient des Andalous. El Alia est la première ville qu'il cite. Je cite, un village tunisien perché sur la jupe de Jebel Hakima, dit-il, quelques kilomètres de Bizerte. Un tas de maisons blanches qui rappellent tant de maisons andalouses, perchées sur le versant d'une montagne comme on en trouve au sud de l'Espagne. En bas de la ville, une étendue d'oliveraies et de prairies où des vaches à la fine silhouette pèsent d'un air encore sauvage, nous aident à se récompenser un paysage espagnol familier. Fin de citation. Salah Belrouna, le maire, regarda autour de lui et me dit d'un air orgueilleux empreint de simplicité, « Excellence, je vous présente Monsieur Soria et Monsieur Herrera de la Halia. Soria, turban et burnous, Herrera, djebba et chéchia. » Ils s'inclinèrent respectueusement, mais souriant comme jouissant de ma surprise. Je compris alors que je me trouvais devant le chapitre le plus émouvant de ma vie, les Andalous. Ces Andalous étaient effectivement les Morisques expulsés, dit-il, en 1109 par Philippe III. De la Serre reprend en détail l'arrivée de ce peuple en désarroi, perdu et malheureux, et s'étend amplement en donnant force détails de ce qu'on disait comme un drame. Je cite, « Dans cette Espagne, évoque de la Seine pleine de vitalité et de gloire, mais torturée par le problème de l'orthodoxie, de la propreté de son, de l'orgueil généalogique, cela devait être une tragédie que de vivre à la frontière de deux mondes, à la limite indécise, tremblante et inquiétante sur laquelle se trouvait le Maurice, sollicité quotidiennement par deux loyautés contradictoires. » Fin de citation. Le lecteur, en parcourant le livre, est frappé par cette profondeur teintée de nostalgie et de sentiment de fraternité. Il partage sans doute la même émotion que l'auteur en sentiment d'une vision élevée d'un passé commun. Une communion d'esprit s'installe au point de sentir la tragédie de l'histoire dans ses plus fines trames. De la Seine va très loin dans sa façon de percevoir les deux rives de la Méditerranée. Il dit qui est l'un, qui est l'autre. Il est les deux entités à la fois et ne peut faire séparation. Le drame maurisque est sien. Le drame de l'Espagne de cette époque-là est sien. Et citant les divers noms d'où étaient originaires les Maurisques, il dit, je cite, « Profondeur d'Espagne, coin intime de notre patrie, noms qui nous sont proches, ou lieux perdus, qui résonnent comme un fait historique distant, ou un titre de noblesse, saint, oui, saint très profond de notre terre, où vécurent depuis des temps immémoriaux ces lointains frères des nôtres, sang de notre histoire, qui la mort dans l'âme, s'embarquèrent sous le regard dur et colérique parfois, fraternel et doux, des soldats du duc de Lerma, qui sont, sans doute, sang de leur sang aussi. Un exil d'Espagnols commence
Ô Espagne, qu'as-tu fait de tes hommes en les défaisant ?» Fin de citation. De la Serna précise qu'il a été lui-même fouiné dans les registres notariés des villages mauristes. Je ne citerai que quelques noms, car la liste est longue. Alors, il donne quelques exemples, je dirais Alicante, la famille Alicante d'Alicante, l'Andalsi d'Andalus, Arruix de Ruiz, Balma de Palma, Bandour de Barin, Benavides, Betis, etc. Castalle de Castilla, Teruel de Teruel. Dans un deuxième temps, il nous parle de la langue que les Morisques avaient réussi à garder jusqu'en 1868, d'après le consul d'Angleterre. Dans la région il explique, de Testour, il faisait même des pièces de théâtre de Lope de Vega et en espagnol, déjà fin 19e siècle. De la Serna démontre, preuve à l'appui, que la langue tunisienne a été également imprégnée de vocabulaire espagnol, en particulier dans l'art culinaire. Là, je laisse soin au lecteur, je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Donc, je citerai juste quelques-uns. Empanadas, banades, quesales, confit, mazapan, manteca, etc. Tu veux que j'arrive? Bon. Non. C'est-à-dire, tu n'as pas encore consommé tes 20 minutes. Donc, on n'est pas loin, quoi. Tu as 19 et quelques. Bon, je vais juste lire une citation où il est surpris parce que tout ce qu'il écoute à droite. Alors il dit, et je cite, « Comment ne pas m'émouvoir dans ces rues de la ville arabe de Tunis et dans la rue de la Hafsiya au numéro 30, où se trouve une humble maisonnette d'un seul étage avec son toit andalou. Dans cette demeure qui évoque la tour de Jean Abad, cette maison, que l'on pourrait aisément prendre pour une de ses sœurs de la Mancha en Espagne, logeait jadis la famille du grand poète tunisien moderne Cabado, ou je dirais plus Quevedo. Comment ne pas être bouleversé ?» Fin de citation. Et il reprend, je cite encore, « Je marchais perdu parmi les minuscules rues de la Médina, au gré de mes rencontres et de mes souvenirs, lorsque j'entendis, en passant à côté d'un café, les voix de 4 clients qui jouaient aux cartes, assis autour d'une table au bord de la rue et qui disaient « Denaris, Coba, Sbata, Bastoun, Baston. » Ce sont des termes tous espagnols, Sbata, Espada, Bastoun, Baston. Bon. Les bois des jeux de cartes espagnols étaient, alors il se demande, au souk des Andalous ou à Zoco d'Ora. Bon, je vais conclure. Je vais conclure sur toute, parce qu'à un moment donné, j'ai essayé de travailler sur la traduction et j'ai beaucoup insisté sur l'écart entre le texte espagnol et le texte traduit. Je laisserai tout ça pour... Je ne pourrai pas d'emblée critiquer cette traduction en français, mais montrer par contre la difficulté d'aller d'une langue vers une autre, surtout en ce qui touche l'aspect poétique de cet ouvrage. Cependant, cette traduction à la langue française nous a permis de redécouvrir cette Tunisie vue et vécue par un érudit espagnol. J'ai eu l'intense plaisir de lire l'ouvrage d'Alfonso de la Serna en langue espagnole après sa première édition. Et je me disais qu'il était regrettable que les Tunisiens ne puissent lire et découvrir la beauté d'un tel ouvrage. Quelle que soit la traduction, celle-ci nous apporte une ouverture incontestable sur le patrimoine et la mémoire d'une Tunisie multiculturelle à une histoire riche et complexe en civilisation. En conclusion, Imágenes de Túnez est un ouvrage de grande qualité scientifique, littéraire et historique à la fois. À bien regarder, l'on est surpris par l'ample documentation historique et par les références attenantes à celle-ci. Nous sommes bien confrontés à un véritable travail de recherche et des mémoires d'une grande valeur intellectuelle. Nous aurons compris l'importance de la traduction de cet ouvrage de l'espagnol au français qui, durant longtemps, a été l'une des langues véhiculaires de la Tunisie. L'ouvrage traduit en français aura permis aux Tunisiens de percevoir leur pays à travers la vision d'un ambassadeur érudit et qui a su pénétrer la vie quotidienne tunisienne ainsi que ses légendes, ses proverbes, sa mémoire, son imaginaire, ses traditions et son histoire. Son souhait aurait été, dès le début, dans ses notes préliminaires, que le Tunisien puisse le lire en récompense de la gratitude
qu'il avait pour le peuple tunisien qui lui avait offert son hospitalité, et il espère que, et je cite, « J'espère, Inch'Allah », le mot est en espagnol dans les deux ouvrages, Inch'Allah, avoir réussi à concrétiser, ne serait-ce qu'en partie, cette ambition. Ainsi, je me serai acquitté de la dette que je dois à un peuple qui m'a offert l'hospitalité. Puisse, Inch'Allah, ce livre un jour arriver entre les mains d'un Tunisien qui dirait que j'ai compris sa patrie. C'est alors que je me considérerai comme largement payé pour l'amour et l'admiration que j'ai pour la Tunisie, et que la paix soit pour tous. Fin de citation, et merci. D'autant que normalement, je devrais faire aussi. Donc, je ne sais pas, d'ailleurs, je m'adresse à Madame Rafat, peut-être que la synthèse pourrait laisser gagner du temps. Et d'autre part, je pense qu'on ne pourra pas avoir un débat tout à l'heure de retenir les quelques personnes qui sont ici pour un débat. Donc, si à Abdel aujourd'hui, il va nous parler de Colette Fellows. Dans sa communication s'intitule « L'émotion faite pure, l'exemple de la préparation de la vie de Colette Fellows ». Merci, Monsieur le Président. Donc, mon intervention porte sur le roman de Colette Fellows, « La préparation de la vie », publié en 2014. J'ai tendance à penser que tous les exils ne se ressemblent pas, car il est des exils heureux, dont relève précisément celui de Colette Fellows, née à Tunis 6 ans avant l'indépendance de son pays natal, qu'elle quitte en 1967 pour poursuivre ses études de lettres en France. Exil heureux, donc, dans la mesure où, en France, Colette Fellows vivra une expérience exaltante qu'elle avait rêvée depuis sa Tunisie. Expérience, à dire vrai, déterminante dans sa destinée littéraire, marquée par la rencontre de Roland Barthes au célèbre séminaire de la rue de Tournon. Cette expérience, aux allures d'un voyage initiatique, se déroule dans les années 1974-1976 et se révélera d'une emprise incommensurable, gravée à jamais dans sa mémoire, mais aussi dans son corps où siège toute l'affectivité. À la lecture du roman, objet de mon intervention, l'allusion ou le clin d'œil à la préparation du roman, le cours de Barthes au Collège de France, ne fait pas de doute. Aussi, de tous les textes d'inspiration autobiographique de Colette Fellows, La préparation de la vie, publié donc en 2014, semble le roman le plus abouti par la charge émotionnelle qui l'anime et le caractérise. Pour en prendre la mesure, il n'est que de songer à la phrase que la romancière cite et vraisemblablement s'approprie, mais, je cite, « mais toute ma vie n'ai-je été que cela, ému ». Fin de citation. C'est en effet sous le signe de l'émotion que se place la préparation de la vie, dominée par deux passions. Ces deux passions sont Roland Barthes et la Tunisie. Deux forces qui président à la genèse du roman. Et de ce singulier lien, la narratrice tisse entre ces deux forces, que la narratrice tisse entre ces deux forces, le roman tire son intérêt et son attrait. En effet, le roman, qui prend naissance en Tunisie, se lit comme un hommage à Roland Barthes, celui qui est à l'origine de l'avènement de Colette Fellows à l'écriture.
Barthes était déjà présent dans son roman Avenue de France à travers une photographie que l'auteur insère dans son roman, le montrant sur une affiche placardée à Paris. Dans Plein été, publié en 2007, Colette Fellous énonce qu'écrire, c'est toujours, je cite, c'est toujours revenir et revoir. Revisiter nos premières fois, nos premiers étonnements, nos premières découvertes, nos premières peurs. Fin de citation. L'écriture, donc, consiste à se saisir des procès à leur début, c'est-à-dire à se focaliser sur l'incoativité, ce qui nous renvoie à ce que Merleau-Ponty appelle le premier sol, c'est-à-dire cette phase antéprédicative où se situe le sensible, c'est-à-dire les sensations, les émotions, phase qui précède le verbe, le langage articulé. À l'origine, nous dit Colette Fellous, il y a l'émotion, la fragilité de l'émotion. Mais l'écriture a également partie liée avec la mémoire, qui est au cœur de notre roman. Nous sommes en été 2013. La narratrice se trouve à Sidi Bou Saïd, là où tout commence lorsque, cherchant dans ses affaires une lettre que lui avait envoyée Roland Barthes, survient accidentellement l'idée d'écrire un roman où ce dernier apparaît comme personnage. Et comme par ailleurs, la narratrice venait de rédiger les premières pages d'un livre évoquant le visage de la Tunisie post-révolutionnaire, Barthes en est venu à s'imposer, curieusement, comme un guide, comme, elle dit, son aimant. Il devient aussitôt le compagnon, le complice, témoin d'un livre en train de s'écrire. Voilà ce qui a pour effet d'expliciter de façon rétroactive la phrase sibylline qu'elle emprunte à Nietzsche, qui inaugure son roman et qui revient dans le texte comme une litanie. Je cite, « Un homme labyrinthe ne cherche jamais la vérité, mais uniquement son Ariane. » Fin de citation. Engoncée dans le flou de la création, la narratrice incarnerait, à mon sens, la figure labyrinthique et Barthes serait l'Ariane qui la conduirait vers la lumière, vers la clarté. Dans le silence d'une nuit, je cite, splendidement étoilée, face à une mer calme, laissant derrière elle une Tunisie en proie au soubresaut du terrorisme, la narratrice, bercée par la voix d'outre-tombe de Barthes, dit sur un ton serein, je cite, « Je suis tranquille, moi aussi, tout peut commencer, tout est clair à présent. » Fin de citation. Telles sont les paroles par lesquelles la narratrice clôt son livre, qui donne à lire une expérience esthétiquement inédite, si j'en crois la déclinaison à travers laquelle elle qualifie son texte. Je dis livre, roman, vie, aimant, fiction. Il faudrait ajouter danse, rêve, scène d'amour, fête, amant, délice. Fin de citation. Dans cette kyrielle de substantifs qui laisse transparaître une tonalité lyrique et jubilatoire du roman, où la frontière, comme on le voit, entre vie et littérature est abolie, n'y aurait-il pas une manière de suggérer ici le renouveau d'une écriture telle que l'aurait vraisemblablement rêvé le maître? Voilà comment ce livre épouse dès lors l'allure d'un hommage poignant à celui que la narratrice dit vouloir entrer dans sa vie, lui qui, confesse-t-elle, m'avait aidé à la préparer. En somme, Barthes, c'est celui qui, un certain jour de l'année 1975, dans un café de l'Odéon, lui aura mis le pied à l'étrier. Je cite, « Vous avez le droit », c'est Barthes qui s'adresse à Colette Fellous, « vous avez le droit de dire « je », vous savez, on sent que vous avez besoin d'être tranquille,
avec votre texte. Alors, allez-y, dites je, écrivez. Aussi anodin qu'ils puissent paraître, ces propos, dits au détour d'une conversation, se révèlent d'une force perlocutoire saisissante. Ils suscitent une émotion d'autant plus forte qu'ils marquent la naissance d'une empreinte qui n'aura de cesse de croître pour se transformer ostensiblement en une composante de la vie de Colette Fellous. Cette empreinte en dit long sur le formidable empire qu'aura exercé le maître et qui se fait sentir jusqu'au moment de l'énonciation du roman, dans sa structure fragmentaire. Cette prédilection pour le dispositif fragmental apparaît dans l'écriture de Colette Fellous la forme qui sied à l'expression de l'émotion, le propre du fragment étant précisément de signifier la discontinuité, la rupture, et ceci a pour effet de conférer à son texte, comme qui dirait, une allure de rhapsodie dans la double entente, c'est-à-dire comme structure éclatée, mais aussi comme chant, comme célébration. Cette empreinte se laisse également appréhender par une séquence narrative où la narratrice insère une citation de la préface à Sade Fourier-Loyola, dans laquelle Barthes exprime le souhait de voir sa vie d'écrivain se résumer après sa mort à, je cite, des biographèmes dont la distinction et la mobilité pourraient voyager hors de tout destin et venir toucher, à la manière des atomes épicuriens, quelque corps futur. Barthes ne savait pas que son souhait serait perçu comme une invitation par un de ses disciples les plus exaltés. Voici comment la narratrice de la préparation de la vie en fait écho, montrant par la teneur de ses mots sa passion, c'est-à-dire sa disposition d'accueil, celle de son corps et de son âme. Je la cite, « Des éclats de sa vie viendraient toucher mon corps, ma mémoire, mes atomes épicuriens, et désinvoltes, je les laisserai entrer librement dans ces pages. » Il importe, fin de citation, il importe de souligner que l'incorporation des biographèmes dans le roman et leur configuration chorégraphique surgissent dans la conscience de la narratrice comme autant d'épiphanies, d'éblouissements qui témoignent visiblement de l'extraordinaire imprégnation de Colette Fellous par la figure et l'aura de Barthes. Cette imprégnation soulève la question de la présence, ou plutôt de la présentification. Il s'agit, au fond, du processus à travers lequel la narratrice rend l'absent présent, et ce par la médiatisation de deux souvenirs touchants à l'ambiance du séminaire et à la voix de Barthes. Un, donc, l'ambiance du séminaire. Le célèbre séminaire de la rue de Tournon apparaît dans le texte comme un rituel rythmant et remplissant la vie de Colette, jeune étudiante, au point de devenir, je cite, son nouveau pays, là où s'effectue la préparation de la vie, pas le roman, mais la vie réelle. Cet espace, hissé au rang de sanctuaire littéraire, aux airs de phalanstère, était le rendez-vous d'un spectacle, ou mieux d'une scénographie, où se donnent à entendre, comme dans un kaléidoscope, les voix de la littérature, de la psychanalyse, du cinéma, du théâtre, de la musique, etc. Le savoir et les connaissances s'échangeaient dans la complicité entre le maître et les disciples. Ils se transmettaient sur le mode dionysiaque, subsumé par une forme de vie où la délicatesse le disputait à la jouissance. Au centre de ce phalanstère, Barthes est perçu par le personnage comme, Colette étudiante, comme une présence physique qui aimante et irradie. Une présence qui se laisse saisir telle une offrande. Voilà ce qu'elle dit à ce propos. Sa présence était son enseignement. Je l'apprenais comme un cadeau. Je suivais les résonances de sa voix qui venaient toucher
nos cœurs. Deuxième souvenir qui porte sur la voix. La voix est donc le second aspect par lequel la narratrice rend Barthes présent dans son texte. La voix est sans doute l'élément qui possède le plus grand nombre d'occurrences dans le texte. L'on comprend ainsi que la présence du maître passe par une qualité de la voix douce et affectueuse, qui renvoie au style d'une expression que j'aime beaucoup et que j'emprunte à Ayman Paré, c'est le style d'un corps fait voix. Être touché par la voix, c'est se laisser emporter par sa mélodie, s'abandonner à sa séduction. Je cite, « Autour de lui et pour lui, on apprenait le plaisir d'écouter et d'aimer ensemble les mêmes choses. » Ce n'est pas tout. On était des enfants érotisés par sa voix. Fin de citation. Impressionnante cette confession qui souligne la plénitude sémantique de la notion d'amour, qui se décline ici en éros, très curieusement d'ailleurs, on sait, on connaît Barthes, en philia, mais aussi en agapé. Même quand le corps est absent, cette voix continue à résonner dans le champ de présence de la narratrice, à l'envoûter pour se transformer en objet fantasmé. Je cite, « Elle n'est, la voix, elle n'est en effet jamais trop loin de moi, glissée dans la petite valise rouge entre le parfum, les dessous, les foulards et les bas. Le soir, à l'hôtel, je fais comme ça, je ferme les yeux et je l'écoute. » Fin de citation. Il va sans dire que ces paroles ont pour source l'émotion que ressent le corps et qui se traduit par cette étrange isotopie érotique. Au demeurant, réelle ou fantasmée, la force séduisante de cette voix frappe par son intensité, mais surtout par son étendue. En effet, la voix n'est-elle pas tour à tour celle du désir, celle de l'ami, celle d'une mère, de toutes les mères? Fin de citation. De proche en proche, la voix de Barthes en est venue à habiter la narratrice et partant à abolir la distance spatio-temporelle qui la sépare des souvenirs lointains. L'ordre chronologique se voit transgressé et l'enchaînement des causes et des faits garant de l'intelligibilité se voit emporté par le flux émotionnel qui confère au roman sa logique sensible. Visiblement, les années n'ont pas de prise sur les faits que cette voix produit, puisque, elle dit ceci, tant d'années après, sa voix est là, inchangée, elle m'accompagne et je l'aime. On voit ainsi comment, dans l'univers fictif, Barthes, personnage de roman, se mit littéralement en une déixis de la narratrice, c'est-à-dire il est à la fois et son espace et son temps. Et si je me réfère à ce fragment, je cite, « J'emporte toujours sa voix dans mes bagages quand je voyage en Tunisie, comme si elle était mon enfance, comme si elle comptait autant que ma famille. » À ce moment-là, grande sera la tentation de voir comment la narratrice hypostasie la voix du maître en une espèce d'instance surnaturelle. Dans cette singulière passion, au fond, qui se manifeste par une identification au maître, il y a comme un processus qui la conduit la narratrice évidemment, à une dépossession d'elle-même, à se défaire de son propre corps, comme pour mieux s'incorporer dans celui de Barthes quand elle dit « Je me détache alors de moi-même, je deviens lui, me transporte dans une fiction à bâtir, n'existe plus. Oublie la chronologie, barbouille le temps. » Fin de citation. Il se dégage de ce beau fragment ce que j'appelle, en toute modestie, une aliénation féconde, en ce qu'elle a précisément partie liée avec l'expérience de la création. Que le soi devienne un autre, telle est la condition de cette expérience qui permet à Colette Fellous de, je cite, se jeter nu dans un roman. Cela se réalisera
au printemps 1977, lorsque 10 jours après la naissance de sa fille, coïncidant avec l'entrée de Barthes au Collège de France, elle entamera l'écriture de son premier roman, et dont les premiers mots, justement, donc, seront écrits après un voyage effectué en Tunisie. Pour être émouvante, cette coïncidence n'en est pas moins symbolique. Le dédoublement dont il a été question et l'autorisation de dire « je » donnée par le maître se conjuguent ainsi pour assurer à Colette Fellous la préparation à la vie, qui est synonyme au fond de préparation à l'écriture. On serait incomplet si l'on manquait d'évoquer les liens d'ordre, cette fois-ci langagier, que tisse Colette Fellous avec Roland Barthes, ce par quoi se donne également l'amour qu'elle lui porte et l'aliénation qui en découle. 2 points en donnent la mesure. D'abord, à la faveur d'un souvenir d'été en Tunisie, surgit l'image de la rencontre de mots nouveaux. Je cite les mots nouveaux: tourbillon, labyrinthe, cercle, avenir, rêve, plaisir, contemplation, solitude. Ces mots qui, je cite, me relient aujourd'hui à Barthes et me font l'aimer de plus en plus. Fin de citation. Ensuite, l'analogie qu'elle établit entre la manière de la préparation du roman conçu par Barthes comme une œuvre d'amour et son approche personnelle à elle, présentée sous forme de cette question oratoire. Elle dit ceci: « Et si j'entrais maintenant tout entière dans les lettres de ces mots, si je leur donnais mes propres couleurs pour dire à mon tour un certain amour du monde ?» Comme on peut le voir, les paroles et le langage de Barthes sont ici perçus par Colette Fellous comme un espace aux allures d'un vivier dans lequel elle s'immerge pour permettre à ces mots de se laisser affecter ou mieux contaminer par les mots du maître, afin d'imprimer à ses propres mots, à elle, fécondée par cet enchevêtrement, sa propre couleur, c'est-à-dire, somme toute, sa tunisianité. Pour en finir, on aura compris la dette incommensurable de l'auteur envers le maître, qui l'a ramené vers sa Tunisie natale, en tout cas dans ce texte. Sa Tunisie natale qu'elle désigne par cette belle périphrase « le premier pays », le premier monde, qui est également le premier sol, celui des sensations, des émotions ressenties par le corps, ce par quoi nous nous joignons au monde. Mais là n'est pas le plus important à mon sens, car par-delà le bel hommage, on pourrait voir dans l'écriture faite émotion qui caractérise la préparation de la vie, une volonté de Colette Fellous de déployer une émotion dans une structure courte et ouverte qu'est le fragment, c'est-à-dire une aspiration à une articulation harmonieuse entre un concept et une forme. Merci de votre attention. Hein. Il faut que ça soit clair. C'est juste pour qu'on puisse donc conclure, et puis ça sera de toute façon, comme tout ce qui a été éliminé de l'oral, ça sera dans la publication. Alors, je vais prendre la parole maintenant en tant que communicant. Je voudrais juste rappeler, parce que ce n'est pas la peine que je me présente, je crois que vous me connaissez tous, je suis professeur émérite à l'université de Manouba, mais dans le domaine de la littérature tunisienne, j'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai écrit avec Afif Marzouk un ouvrage à 2 mains sur Albert Memmi, donc individu et communauté dans l'œuvre littéraire d'Albert Memmi, préfacé par Memmi d'ailleurs, et j'ai écrit beaucoup d'articles publiés sur Scalisi, Abdelaziz Qassem, Abdelmajid Laroui, Tahir Feza,
أنور عطية، ألبير ميمي، ناصر خمير، مختار سحنون، قرميدي، مصطفى تليلي، منصور مهني، رفيق بن صالح، عبد الوهاب المدب, معز ماجد, etc. J'ai enseigné la littérature tunisienne également. J'ai enseigné donc Mimi, la statue de sel Agar. J'ai enseigné Abdelaziz Qasr, l'hiver des brûlures. Et j'ai aussi enseigné Garmedi, bien sûr, nos ancêtres les Bédouins. Aujourd'hui, je voudrais parler de la Tunisie dans les œuvres littéraires d'Albert Memmi. Donc, j'ai appelé cette communication « Bilan d'une relation tourmentée ». L'œuvre d'Albert Memmi fut et est encore souvent controversée et pas toujours, il faut bien le dire, suffisamment lue. Chez nous en particulier, en raison de son choix de quitter son pays natal quelques mois après l'indépendance, en dépit de son soutien aux indépendantistes, mais aussi en raison de ses prises de position favorables à Israël dans les débats qui l'ont opposé à quelques intellectuels maghrébins comme Abdelkbir Khatibi, il y a une cinquantaine d'années, on note souvent une attitude de rejet sans nuance à son égard et une tendance à lui dénier l'appartenance même à notre pays. On ne sait ou on oublie, par exemple, qu'il fut l'un des parrains du mouvement La Paix Maintenant et qu'il a toujours soutenu les droits nationaux du peuple palestinien au point d'affirmer la légitimité de l'existence d'un État palestinien dans un discours devant la Knesset. On ne sait ou on oublie que l'ensemble de son œuvre est un chant d'amour ininterrompu pour son pays natal. Ce que nous nous proposons dans ce qui suit, nous qui avons fréquenté et l'auteur et son œuvre, est d'essayer d'analyser le plus objectivement possible le rapport d'Albert Memmi à la Tunisie, tel qu'il se révèle dans les œuvres où notre pays est présent, c'est-à-dire dans la quasi-totalité de sa production, y compris dans les livres rédigés après son installation en France. Mais pour respecter le temps qui nous est imparti, nous n'aborderons dans cette communication que son œuvre littéraire, réservant les essais pour une autre investigation qui apportera d'autres éclairages sur le rapport de l'écrivain à son pays natal. Dans l'entretien qu'il a accordé à Victor Malka et qui a été publié en 1976 sous le titre « La terre intérieure », Albert Memmi affirme qu'il est un écrivain tunisien et s'en explique. « Mon terreau est là et se retrouve pratiquement dans tous mes livres, et d'une manière quelquefois plus subtile encore. J'ai noté quelque part que lorsque je fais allusion au soleil, malgré moi, je suggère une force dangereuse qui donne migraine et méningite, et non ces rayons totalement agréables dont les Occidentaux sont si friands. L'usage même du substantif « les Occidentaux » dans cette phrase nous semble révélateur d'une conscience qui se perçoit comme non occidentale. Il est difficile d'étudier dans les détails la perception de la Tunisie dans l'ensemble immense des œuvres de Memmi, les essais, les romans, les nouvelles ou la poésie. Donc, je l'ai dit, je me contenterai de parcourir quelques œuvres littéraires à la recherche de cette perception en mettant en évidence le caractère contrasté, paradoxal, ambivalent et presque contradictoire d'une vision révélatrice d'un conflit non résolu, d'un mécompte signalant une relation passionnelle caractérisée d'abord par sa complexité. Dans La statue de sel, premier roman de Memmi, roman dont le personnage principal est un révolté, un écorché vif, celui-ci finit par quitter le pays natal, non pour la France comme le fera Albert Memmi quelques années plus tard, mais pour l'Argentine. Cette dernière séparation consomme une série d'autres ruptures, avec le cocon familial et la communauté d'origine, avec l'Occident et ses fausses valeurs, avec l'idéalisme militant transcendant les conflits entre communautés. Tunis y apparaît comme une ville déchirée en groupes haineux, où n'importe qui se sent chez soi et personne à l'aise. Alexandre Benilouche y dit clairement avoir rompu avec la ville parce qu'elle vit au Moyen-Âge oriental et ne l'aime pas. Ne l'aime pas lui, Alexandre Benilouche. Il est, explique-t-il, tunisien mais juif.
c'est-à-dire politiquement, socialement exclus, parlant la langue du pays avec un accent particulier, mal accordé passionnellement à ce qui émeut les musulmans. Certes, cette première œuvre ne manque pas non plus de valoriser la douceur du monde de l'impasse de l'enfance, avec ses odeurs euphorisantes, celles du café mort et des narcisses de la fiancée Saba, mais ce lieu de sécurité et de sérénité est perçu par le jeune homme révolté comme une illusion révolue. L'impasse n'a jamais existé, affirme ce dernier. Elle ne fut que le calme de mon cœur avant qu'il ne comprenne. Le roman fourmille au contraire d'indices dévoilant la peur qu'éprouvent les unes des autres les communautés en présence dans la ville, peur qui frôle la haine et l'atteint même souvent. Emmurement réciproque, imperméabilité parfaite sont les expressions par lesquelles le narrateur caractérise les rapports de ces communautés. Ainsi, en dépit de ses élans de solidarité idéaliste envers ses concitoyens musulmans, qui lui font partager un temps le rêve politique d'une union dépassant les clivages communautaires, celui qu'il réalisera pour quelque temps avec son camarade Ben Smaïn, rêvant que la communion réalisée à 10 personnes, je le cite, préfigurait la communion de la ville, ou que vivra plus tard en s'engageant auprès des rédacteurs destouriens du journal nationaliste L'Action, comme le fit l'auteur, Armand Gozlan, le protagoniste principal du Pharaon, Benny Louche ne peut s'empêcher de traverser les quartiers musulmans comme on traverse une rivière à gué, ou de ne pas se sentir en sécurité dans les boyaux torturés des souks. Et il proclame amèrement « Notre ville natale nous était hostile comme une mer dénaturée ». Il évoque ainsi les terreurs du ghetto, ces siècles de peur qui avaient entouré ses habitants de murs épais, tout en modérant la hargne de son ami Bissor, qui perçoit les musulmans comme une foule aveugle et fanatique, parce que son père est mort de chagrin après l'incendie de son magasin. Discutant avec son père, à qui il reproche son manque manifeste d'amour pour les musulmans, et qui se révolte devant ce reproche en s'écriant « Pourquoi aimerais-je des gens qui me détestent ?» Il lui répond par bravade qu'il ne voit aucune différence entre lui et un musulman. Ou, s'il y en a, le regrette. Regrette cette différence. Mais au fond de lui-même, il comprend la peur souvent irraisonnée qui fait que son géniteur rentre chez lui chaque fois que la ville est agitée pour faire des provisions et barricader portes et fenêtres. Manifestement, si l'attitude de Benny Louche à l'égard de son pays natal est bien ambivalente, elle s'inscrit plus dans le cadre d'une rupture prévisible et presque annoncée. Il est irréductiblement étranger dans sa ville natale, même si, mu par son sens de la justice et son besoin d'amour, il oblige par la ferveur de son salut, que Dieu vous aide, Allah ya'inkum, des manœuvres musulmans à le bénir en retour. Aussi le pauvre qu'il est donne 2 sous à un mendiant bédouin, ou encore s'il témoigne dans une querelle entre ménagères en faveur de la musulmane, car tous ces élans de solidarité dévoilent son lyrisme d'idéaliste que ne manque pas de souligner l'autodérision qui les accompagne dans le récit. La relative absence de la communauté musulmane dans ce premier roman, ou sa présence en tant que menace sourde mais permanente, correspond à une perception subjective marquée par la méfiance, sinon par la peur. Agar, le second roman de Memmi, est moins traversé par cette tension politique, car centré sur le personnage de l'étrangère, l'épouse du couple mixte, l'épouse française du couple mixte, qui ne comprend pas le pays natal et n'adhère pas à ses spécificités qu'elle juge arriérées, contenant son mari dans une attitude d'autodéfense, de plaidoyer permanent pour le pays natal, parce que le pays natal est incarné dans l'intrigue par les siens, par sa famille, qui, au-delà de la différence de religion, partage avec la communauté musulmane à peu près tout le reste. C'est pourquoi ce roman est un peu différent des autres dans la mesure où il atténue le conflit avec la Tunisie et met plutôt l'accent sur l'attachement à ce pays. Mais l'ambivalence qui caractérise les autres œuvres n'en est pas absente, loin de là,
dans la mesure où l'objectivité du narrateur et son attachement à son épouse l'amènent également à lui donner raison dans son fort intérieur, d'autant que le regard objectif de l'étrangère est dénué de la bienveillance et de l'équanimité que l'appartenance du narrateur au pays critiqué par sa femme confère à ses sentiments à l'égard de ce pays. Dans le Scorpion, cette ambivalence de la perception du pays natal est aussi présente, quoique moins nettement que dans le premier roman. Il nous semble même que ce texte, qui agite les mêmes questions et les mêmes obsessions que l'ensemble de l'œuvre, comprend les plus beaux témoignages d'un attachement profond à la Tunisie. Deux frères en sont les protagonistes principaux, dont l'un a quitté le pays et l'autre pas. Si Emilio est parti, écrit son frère Marcel, il peut écrire n'importe où. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il soit, je continuerai à aider les hommes, je les aimerai n'importe où. Ceux que je quitte ici, je continuerai à les aimer, même de loin. Apparemment, ajoute celui des frères qui est resté à propos de celui qui est parti, il est comme moi, viscéralement attaché à ce pays. Il ne peut pas vivre longtemps ailleurs. Or, il ne manque jamais de le brocarder, de l'agresser, à la limite de la méchanceté. Cette ambivalence a pour nom le dépit amoureux, que le dicton populaire tunisien rend par la formule paradoxale, que nous traduirions ainsi pour en faire ressortir la saveur, quitte à gauchir un peu la langue française, ni je t'aime, ni je ne supporte ton absence. Cette ambivalence dans son attitude, Émile en est conscient, qui note, exprimant l'amertume d'Albert Memmi devant l'incompréhension qu'a rencontré son choix de partir en France, et la culpabilité qu'il éprouve lui-même à l'égard de cette décision, de cette désertion. Je sais en tout cas ce qu'ils vont tous dire. J'ai encouragé cette libération, je l'ai aidé. Puis, à peine est-elle esquissée, je me dépêche de mettre les voiles. N'ai-je pas passé un moment pour un patriote? Décidément, je serai un traître éternel, un traître parfait, un double traître envers les uns et envers les autres. Dans le Scorpion, la langue du romancier est encore nourrie des dictons et proverbes de l'arabe maternel, à peine modifiés par leur traduction en français. Qui veut faire le bien n'a pas besoin d'en demander la permission. Si tu ne veux pas qu'on te traite en pauvre, commence toi-même par te traiter en seigneur. La mort y est bien dite la rouge, et la raclée y est chantée par les enfants moquant leurs camarades sous le nom que lui donne l'arabe tunisien, triha, triha. Les diminutifs par lesquels Bina cajole son amoureuse sont les diminutifs affectueux de cette même langue. Je l'appellerai Rzizla, Razlouna. Mais les rapports entre les communautés qui cohabitent dans le pays ne sont pas différents de ceux que décrit la statue de Sète. Ils sont marqués par un rituel, écrit Memmi, un rituel bien au point de politesse et de méfiance réciproque. L'idéal recherché par l'écrivain isolé, Émile, est de parvenir à tenir compte et à rendre compte des nuances d'une vérité qui paraît contradictoire, mais l'oncle Makhlouf, le sage érudit qui refuse de quitter son quartier et qui croit que tous les commentaires sont vrais en même temps, lui dit « La contradiction est en toi, c'est que tu n'as pas une vue de l'ensemble. » Le Scorpion révèle en effet à nos yeux que l'ensemble de l'œuvre d'Albert Memmi, parce qu'il fut attentif aux arguments et aux revendications de toutes les communautés, fut une recherche de cohérence, la quête d'un point de l'espace comparable à la Lef de Borges, à partir duquel on peut résoudre les contradictions sans les supprimer. Le rêve d'Emilio dans le Scorpion est celui qu'a poursuivi Memmi tout au long de sa carrière d'écrivain. À la fin de ma vie, toutes les pierres seront mises à leur place dans leur ordre vrai, et l'on apercevra alors l'ensemble. L'on verra à quel point il n'y a aucun jeu dans aucune partie de mon œuvre. La réalisation de ce rêve marquerait la fin de l'ambivalence. Mais ce rêve, s'il se réalise, le fera après la mort de l'écrivain. Durant sa vie, la quête se poursuit et les contradictions s'accumulent. Dans le désert, bien que l'intrigue se situe au Moyen-Âge,
L'ambivalence de l'attitude de Memmi à l'égard de la Tunisie se retrouve chez le personnage principal. Celui-ci, pourtant, n'est même pas natif de Tunis, il n'est pas juif, mais bien des lieux évoqués dans le roman ressemblent à s'y méprendre à notre pays. Et le séjour du héros à Tunis est l'un des plus longs et des plus riches. Ce que le personnage découvre à Tunis provient d'un réservoir de souvenirs de Memmi qui se retrouve dans ses autres œuvres. Certains personnages de ce roman renvoient implicitement à Bourguiba. Bologhine, surtout, qui a son austérité et son obsession géométrique et moderniste de constructeur, qui refuse d'habiter l'ancien palais royal et se fait construire un palais à Carthage, qui a un goût prononcé pour les panégyriques et la poésie de célébration, qui est intolérant vis-à-vis des désordres intérieurs, régionalisme, tribalisme, communautarisme, qui est rigoureux, y compris vis-à-vis de son fils, réputé noceur. Mais un autre personnage ressemble aussi à Bourguiba, c'est un autre souverain exilé, écrit Memmi, sur l'île de la Galite, un minuscule rocher devant les côtes tunisiennes. D'autres notations de l'œuvre proviennent de choses vues et aimées dans le pays natal. Jovialité heureuse et bon enfant du peuple tunisien. Sensations éprouvées comme cette chambre fraîche et à demi obscure qui s'ouvrait sur un patio où murmurait un jet d'eau. Le goût de l'amande fraîche, ou comme dans le mirliton du ciel, une poignée de poivrons rouges qui condensent le bonheur et les souvenirs refluents du narrateur. Naturellement, des expressions idiomatiques traduites de l'arabe maternel reviennent dans l'écriture en même temps que ces sensations. Il ne manque au pendu que de sucer un bonbon. Ah, ce n'est pas la peine que je vous traduise. Le chameau qui tente de voir par-dessus sa bosse se brise le cou. Hein? C'est une variation sur Jmal Miraj Hadtou, etc. Ce que le désert dit, bravant la pudeur de l'écrivain et ses scrupules, c'est l'amour de ce que Memmi appelle le pays d'enfance. Le pays natal, écrit-il, c'est le paradis. Exilé dans le désert, le personnage exprime la même angoisse au souvenir de son pays que ressentira dans Le Pharaon Armand Gozlan dans son appartement parisien. Ah Seigneur, j'ai su alors ce qu'est aimer son pays d'enfance. Le souvenir de chaque visage, de chaque fleur en retentissait si profondément en moi que j'avais les larmes aux yeux à l'idée que peut-être je ne les reverrai plus. Le désert nous livre peut-être une clé d'interprétation du départ volontaire de Memmi en France, après être revenu tout aussi volontairement au pays, et pris fait et cause pour son indépendance, et ce à travers les réflexions de Joubaïr à la veille de son premier départ. J'étais décidé d'abord à voir le monde et à ne rentrer dans mon pays natal que la tête haute pour occuper la place qui me revenait. Comme plus tard à Tunis, où il attend vainement une proposition à la mesure de son ambition et de son besoin de servir. Ainsi, j'avais tout à Tunis, l'amitié, le loisir et la sécurité. Pourtant, je n'y étais pas heureux. J'étais à l'âge où l'on veut donner toute sa mesure, que l'on croit grande. Sans penser que ma charge serait considérable, j'espérais qu'elle me permettrait de faire mes preuves. Or, pendant des semaines, on ne faisait même pas appel à moi. Transposant ce récit en 1956 et pensant à Memmi, nationaliste, ayant peu ou prou participé à la revendication de l'indépendance, sachant qu'il fait partie de l'élite intellectuelle de la Tunisie, cherchant à s'employer au service de son pays et ne voyant venir aucune proposition à la mesure de ses compétences. Joubaïr s'en ouvre au roi Jian, de même qu'Armand Gozlan demandera audience à Bourguiba dans Le Pharaon, parce qu'il admire, mais aussi sans doute pour se rappeler à son bon souvenir. Le roman distille toute une batterie de sentiments contradictoires vis-à-vis du choix cornélien du départ en France qui obséda Memmi tout au long de sa vie et de son œuvre, choix entre le désir de partir et l'envie de rester, et qui explique pour une grande part cette ambivalence à l'égard du pays natal
que nous croyons percevoir dans son œuvre. Partagé entre la rupture libératrice et le désir de communion, il choisit de partir, mais demeure attaché à ses racines. En ne m'attachant à rien ni à personne, l'errance m'a gardé à moi-même, ce qui est la seule véritable liberté, affirme Joubaïr. Mais il avoue, quasiment dans le même mouvement, avec moins de prétention et plus de goût pour le simple bonheur de vivre, j'aurais pu rester à la cour de Jeanne, j'aurais pu y être heureux. Le Mirliton du ciel, recueil poétique tout entier fondé sur la nostalgie de l'enfance et du pays natal, célébrant dans la joie et la bonne humeur avec une pointe d'ironie attendrie les plaisirs simples, les sensations et les communions d'autrefois, peut nous donner une idée de ce bonheur perdu et constitue une exception, une sorte de récréation dans l'incessante expression de l'ambivalence qui est au cœur de toutes les autres œuvres de Memmi. Il est rejoint dans cette veine par la série des bonheurs, ouvrage issu des billets du journal Le Monde, manifestement né de l'acquisition d'une sagesse tardive, fondée sur un besoin de réconcilier les contraires et d'effacer les aspérités et les oppositions. Le pharaon, pour finir, le pharaon, quant à lui, retrouve cette ambivalence et lui doit même tout son intérêt. Ouvrage qui retrace les derniers mois du protectorat et les premiers mois de l'indépendance, il est centré sur le choix définitif du départ en France du protagoniste principal, Armand Gozlan, autre avatar d'Albert Memmi. Parlant d'Alexandre Benilouche, le héros de la statue de sel, évoqué dans Le Pharaon comme un écrivain local, Bouzid et Bouslema, avatar de Béchir Ben Ahmed et Mohamed Ben Smaïl, d'après Albert Memmi lui-même, disent que son esprit navigue entre Paris et Jérusalem, ce qui a souvent été dit d'Albert Memmi lui-même. Mais Armand Gozlan, qui vit encore en Tunisie dans cette partie du roman, leur réplique « Oui, mais son cœur est ici, comme le mien ». À la veille de l'indépendance, le délicat système de prévenance réciproque, je le cite, qui permet la cohabitation des communautés se fragilise. La peur apparaît et avec elle la haine. À Tossa, le pauvre coiffeur du ghetto dit à Armand « Les Arabes nous égorgeraient s'ils le pouvaient ». Sais-tu que lorsqu'il prononce le mot juif, il s'empresse d'ajouter « sauf votre respect », hachek, comme s'ils avaient dit merde ou quelque autre obscénité. Tu as beau faire, ils nous détestent et nous détesteront toujours. Même Armand Gozlan, qui le rassure, ne se sent pas à l'aise. Intuitivement, il sait que quelque chose d'inéluctable est en train de se produire. Il connaissait bien sa ville, elle avait changé de visage. Il le savait maintenant avec certitude. Même si interrogé, il n'aurait pu donner ses raisons. Ainsi en est-il pour un être aimé. Pourtant, son amour pour la Tunisie est lui aussi inéluctable, vrillé dans l'âme jusqu'à la mort, en dépit de ce malaise. Ici, je reconnais tout, je me reconnais en tout. Quoi qu'il me soit arrivé depuis, quoi qu'il doive m'arriver, je resterai de ce pays, par la part la plus profonde de moi-même. Oui, je suis de ce pays, mais je n'y suis jamais rassuré. Je ne pourrai pas y vivre spontanément comme Bouzid ou Bouslema ou Zohra Berreda. Le départ des Juifs de sa communauté s'amorce pour s'accélérer plus tard. Comme ces animaux naturellement accordés à leur territoire, note-t-il, ils l'avaient confusément senti trembler sous leurs pieds et se dépêcher de le fuir. Lui aussi, tenant pourtant à ce pays, y ayant des attaches telles qu'il ne pouvait vivre ailleurs, finit par partir, mais hésite à demander la nationalité française qui réglerait ses problèmes quotidiens, par pudeur à l'égard des Tunisiens, et ce parce que, ajoute le narrateur, au fond de lui-même, il espérait retourner un jour dans son pays natal. Son frère, pris de panique à l'annonce de l'arrestation de l'un de ses confrères, ferma boutique, laissa son appartement en l'état et s'enfuit avec tout son monde. Il ne s'adapta jamais à son exil. Rapidement brisé, il est mort d'une crise cardiaque, comme beaucoup de pieds noirs de son âge.
Le dernier chapitre du roman, censé raconter la sérénité retrouvée par Armand, révèle à quel point il est demeuré profondément tunisien. Flatté et réconforté de voir les jeunes Tunisiens à Paris s'adresser à lui comme s'il était leur mandataire naturel, ou même lui demander son appui contre le régime de Bourguiba qu'il avait contribué à installer, il a toujours ses réactions d'autrefois. Tous les matins, en écoutant la radio, il admire la liberté de parole des journalistes français. Et devant la salade composée qu'il commande boulevard Saint-Germain, 3 feuilles de salade, 2 olives, une rondelle d'œuf dur, quelques débris de thon, il se demande pourquoi dans ce pays riche, on donne si peu à manger. Lorsqu'il est envahi par quelque nostalgie, il va dîner chez les restaurateurs de Belleville ou de Montmartre et en rapporte les nourritures de l'enfance, comme il l'écrit. Boutargues diverses, olives noires et vertes cassées, oranges maltaises, figues sèches enfilées sur des ficelles de raffia, gâteaux ruisselants de miel et d'huile qui lui donnent des aigreurs d'estomac et le dissuadent d'y retourner pour un temps. Philosophe, il considère qu'une jeune nation commence d'abord par se replier sur elle-même, en éliminant tout ce qui gêne son homogénéité. Et s'attendant qu'à son propre départ, qu'il envisage assez tôt, mais qu'il ne met en œuvre qu'en se forçant. Par 2 fois, il est agressé parce qu'il est perçu comme un étranger. Un caillou vient briser son pare-brise et une bande d'adolescents l'effraie et terrorise sur une plage isolée sa jeune amante française. Invité à une fête nationale, il écoute Bourguiba discourir en arabe classique, langue qu'il ne comprend pas. D'autres signes se conjuguent à ceux-ci et le poussent doucement vers la porte de sortie. Que conclure de ce panorama si divers et au fond si répétitif? Chaque roman déclinant à sa façon ce dépit amoureux qui marque les rapports de Memmi avec son pays natal, qui rend son œuvre déchirée, poignante, et en révèle la complexité. Que cette relation tourmentée est instable et passionnelle. Et c'est pourquoi, selon le moment et selon l'œuvre, et parfois dans la même œuvre, elle peut s'apaiser quelque peu ou se traduire en hargne vindicative ou en déclaration d'amour tout aussi intempestive et sincère. Qu'elle est aussi tragique parce qu'insoluble et fatalement vouée à la réitération, et dramatique parce que productrice de malheurs existentiels, de tensions quelquefois insupportables, en même temps que de bonheur incommensurable vécu dans l'attendrissement du souvenir ému. Mais peut-être la plus belle conclusion, en même temps que la plus juste, excusez-moi, je suis un peu ému, est-elle celle qui se trouve en lettres capitales dans le Scorpion. Ce pays hors duquel, n'importe où, je serai en exil. Ce pays dans lequel je n'ai jamais cessé d'être en exil. Merci. Bravo. Merci, merci à vous. Quand on lit tel ou tel roman, bon, on relève des passages, mais le fait de trouver des idées ou des personnages ou un sentiment qui se répète dans tous les écrits d'Albert Memmi, c'est vraiment très très important et vraiment qu'il soit la bienvenue parce que ça nous donne à réfléchir et ça va à l'encontre justement de ceux qui soit ne connaissent pas bien toute l'œuvre de Memmi, soit qu'ils l'interprètent mal. Mais avec ce que tu viens de nous présenter, là, c'est preuve à l'appui. Hein. C'est ça ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié et je t'en remercie, vraiment. Merci beaucoup, Alia. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Nous le connaissions bien, Afifa et moi. Et puis, surtout, bon, il nous a quittés cette année. Je pense que j'ai parlé de ce qui était son obsession principale. La Tunisie était son obsession principale. Il est parti en 1956, mais il est parti sans partir.
Hein. Et ça a été le cas jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la toute dernière conversation que nous avons eue avec lui avant le Covid. C'est un départ qui n'est pas assumé, qui n'a jamais été assumé. Il a assumé beaucoup de choses, mais je pense que ça ne vient pas uniquement de lui. C'est la situation qui était telle que c'était difficilement assumable. Alors, si Samir, en fait, pour enchaîner avec ce que j'ai dit hier à propos justement d'Albert Memmi, en fait, lorsque j'ai parlé de cet auteur, je n'ai pas, bien sûr, essayé de dire, comme d'autres, bien évidemment, ils sont libres de le penser, que cet écrivain n'a pas d'attachement réel avec la Tunisie, son pays natal. Loin de là. Donc, je sais que j'ai lu son œuvre, pas bien sûr dans son ensemble, mais plusieurs bien sûr romans, les deux essais, Portrait d'un colonisé et un autre essai dont j'ai oublié le titre pour le. Alors, en fait, je vois que la Tunisie était présente dans son œuvre, qu'elle est là, qui s'attache à ce pays. Sauf que lorsque j'ai parlé d'Albert Memmi, c'était en rapport surtout avec la littérature tunisienne francophone. C'est-à-dire, j'aurais aimé effectivement qu'Albert Memmi, puisqu'il était l'un des premiers à avoir eu, on va dire, la reconnaissance, le statut d'écrivain tunisien, donc dans la rive nord, j'aurais aimé effectivement que son premier, c'est un souhait, c'est un regret aussi, comme Albert Memmi a gardé ce sentiment d'amertume tout au long de sa vie, et ce tiraillement entre la Tunisie, la France et sa judéité, c'est la même chose. Je sens quelque part une amertume par rapport à ça. J'aurais aimé que Albert Memmi soit l'un ou le fondateur de cette littérature tunisienne francophone, en écrivant non pas la statue de sel, il est libre bien sûr de ses choix en tant qu'auteur, là où il expose justement ce tiraillement, ce problème identitaire, communautaire, etc. J'aurais aimé que ça soit vraiment associé à ce moment de libération de la Tunisie, accompagner ce mouvement. Et puis, lorsqu'on inscrit, on va dire, cet auteur dans le contexte politique général de l'époque, c'est-à-dire le moment on va dire, de résistance et de libération, c'est vrai que la minorité juive qui était en Tunisie a été accusée de complicité avec le colon français parce que, je dis bien accusée, après il faut le prouver, donc a été accusée justement de complicité carrément. Et c'est pour ça que cette communauté n'a pas eu la possibilité justement de faire partie du projet national, pour ne pas dire exclu, d'accord ? Et donc, quand on met les choses dans le contexte sociopolitique de l'époque, on comprend aussi ce rejet, ce refus de la communauté juive. Mais en aucun cas, mon propos ne touchait hier à la tunisianité d'Albert Memmi. Voilà, merci. Pour ma part, je ne le comprends pas. Et deuxièmement, je voudrais quand même rappeler que lui, il a fait partie, il a écrit longtemps dans le journal nationaliste, et qu'il y a beaucoup de gens appartenant à la communauté juive qui sont restés, qui ont donc eu une action, etc., dont certains qui sont des écrivains. Donc, ce qu'il faut éviter, si tu permets que je te donne un conseil, c'est la généralisation. C'est des cas particuliers, vraiment des cas particuliers. Même si l'étude d'une œuvre peut donner une idée, moi je ne peux pas dire que j'ai parlé ici de la communauté juive, j'ai parlé d'Albert Memmi. Et je me suis permis de parler d'Albert Memmi parce que j'ai lu toute son œuvre, parce que j'ai écrit un livre sur son œuvre, parce que je l'ai connu personnellement de très près, etc. Donc ça veut dire que quand on analyse ce genre de choses, surtout problématiques, enfin, qui sont liées à l'idéologie, etc., il faut faire très attention. Et il ne faut jamais généraliser. Vous savez, enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, d'accord, voilà.
Non, à propos, pardon, si c'est mis à propos justement donc du défaut de généraliser, le problème c'est que quand on lit Albert Memmi, par exemple dans La Statue de sel, les personnages, quand ils parlent justement donc de la perception du juif par les Tunisiens, on est quand même conduit à généraliser. Or, et nous le savons à travers justement ce que nous racontent nos aïeux, nos parents, que la cohabitation avec les Juifs n'a pas toujours été problématique. Or, je ne sais, selon les milieux, je ne sais pas, selon les milieux. Mais, et d'ailleurs, si, voilà, voilà, juste pour rebondir avec Colette Fellous, qui n'a pas vécu dans les mêmes conditions que Albert Memmi, qui tous les deux appartiennent évidemment à la même communauté, et où l'on voit que sa séparation avec la Tunisie ne s'est pas passée dans les mêmes conditions. Raconte, je sais, son père, oui, 67. Oui, oui, oui. Non, mais c'est une question de génération, justement. Oui. Et après, je le baisse parce que je ne suis pas sûre de vouloir poser la question, mais en même temps, j'ai envie de la poser. Et en fait, c'est une question très naïve et sans aucune arrière-pensée. Comment expliquer. Après tout, le gouvernement de Vichy, ce n'était pas la Tunisie. Comment expliquer qu'on quitte son pays natal, où la communauté juive a toujours vécu, plus ou moins, il ne faut pas généraliser comme vous venez de le dire, mais dans une. Finalement, il y avait beaucoup de. Comment dire, beaucoup d'amitié, beaucoup d'échanges. Ils vivaient sans grande adversité. Je n'ai pas trouvé les mots. Comment ne pas se sentir en sécurité dans un pays qui a été le pays natal, où il a vécu son enfance avec ses parents, dont il est originaire. Et pourquoi, je pose la question en toute sincérité, et pourquoi, je le dis, après tout, le gouvernement de Vichy, c'était pas à Tunis. Et maman, je ne comprends pas. Pourquoi ne pas partir ailleurs? Pourquoi aller en France? Pourquoi ne pas aller en Argentine, comme vous avez dit? Voilà, je ne sais pas. Voilà, d'accord. Sa réponse, elle est très claire. Il y a des raisons personnelles. C'est quelqu'un qui a eu un grand succès avec sa communauté. Et son éditeur vient. Si tu veux avoir une carrière littéraire, attends, il n'y a pas que ça. Justement, il faut nuancer. Donc, il y a plusieurs réponses. Il n'y en a pas qu'une. Il y a aussi le fait qu'il attendait l'indépendance, d'avoir une charte qui soit apportée pour lui. Il n'a pas eu. Il est allé voir Portugal, lui a dit c'est très bien que la communauté juive soit. Mais c'est la même chose pour le combat, le combat de Gisèle Nakache, c'était ça aussi. Mais ce ne sera pas le même combat. Mais en fait, moi, je ne suis pas l'homme. Mais il a l'habitude de l'écrivain. Il est parti. Oui, mais c'est son œuvre. C'est ce que vous venez de dire. L'œuvre, justement, à la sincérité de dire, voilà, ils se sont aussi par le désir. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu veux qu'il soit un homme
je ne lui reproche pas de partir, moi, bien sûr. Non, c'était simplement une question vraiment, sincèrement, j'avais envie de comprendre pourquoi on quitte sans reproche aucun et l'effet libre, évidemment. Mais juste pourquoi là, voilà, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. En Argentine, c'était bien. Ça, c'est la fiction. Ce qui fait qu'il est parti, c'est que je ne suis pas habitué, par exemple, à obtenir que l'on fasse un hommage à Albert Memmi dans une institution importante. Parce que des collègues universitaires ont dit non, 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 Albert Memmi, non. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Demande-leur. C'est simplement politique, tout simplement. Ouais. Et en plus, la politique, ils ne sont même pas informés. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est parmi les Juifs un de ceux qui ont le plus soutenu la cause palestinienne. Oui, mais il s'est tué en 82, justement, donc lorsqu'il y a eu le massacre de Sabra et Shatila. Il s'est tué sur... Oui, non, mais moi je fais... Toi, tu fais de la politique. Non, je ne fais pas de la politique. Moi, je ne justifie pas, mais je vous dis la raison pour laquelle, justement, donc certaines personnes, justement, ont de la réserve par rapport à lui, voilà. Bon. Mais c'est vrai que l'œuvre est très intéressante. On a fait de la même chose avec Céline en France. On l'enseigne. Céline, non, tu ne vas pas le comparer non, à Céline. Non, je ne fais pas une comparaison. Mais c'est une situation quand même qui est assez comparable. Lui, il n'a pas justifié les massacres. Il n'a pas justifié, mais il s'est tué, Céline, quand même. Il n'a jamais condamné. Il n'a jamais condamné. Qui a justifié les massacres est un très grand romancier. Oui, il n'y a pas de doute. Il est grand romancier, mais par ailleurs, sur la question palestinienne, il n'a pas été exemplaire. Voilà, quand même, on peut le dire. Oui, mais c'est en tant qu'homme politique, peut-être. Peut-être, mais en tant qu'écrivain, ce qui nous intéresse, c'est qu'il soit écrivain. Oui, moi je l'enseigne parfaitement, avec beaucoup de plaisir. Juste une dernière chose que je voudrais dire. La dernière citation que j'ai lue, c'est lui qui l'a écrite. Mais beaucoup d'écrivains tunisiens qui ne sont pas juifs pourraient la dire et la prendre pour eux. Ce pays dans lequel j'ai toujours été en exil. Ce pays hors duquel je serai toujours en exil. Plus que jamais. Ce n'est pas parce qu'il est juif, ça n'a rien à voir avec sa judaïté. C'est parce qu'il y a un gros problème. Regardez le nombre de personnes qui partent. Enfin, pourquoi est-ce que c'est à lui seulement qu'on demande des comptes parce qu'il est parti, alors que tellement de gens partent? Mais regardez tous nos écrivains musulmans, enfin appartenant à la communauté musulmane, qui ont choisi de partir. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais dit à Abdel Belmed de pourquoi tu es parti? Mais on n'est pas là pour reprocher aux gens, on est là pour lire leurs œuvres, etc. Là, d'accord, donc c'est pas grave. Ça va, je pense que nous allons arrêter la discussion ici. Ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, je crois que l'on peut arrêter, on a tout dit, dans tous les domaines, en un jour et demi. Non pas sous la... avec la Corano 19 qui nous attendait dans les couloirs ou à l'étranger, etc., ce qui explique donc le nombre de présents sur lequel nous avons insisté. Ça a été une rencontre fort enrichissante parce que nous avons abordé divers points propres à la littérature francophone en Tunisie et non pas littérature tunisienne francophone en Tunisie. Voilà, donc on a abordé autant les poètes que les romanciers, que les journalistes, plusieurs profils d'écrivains.
Nous avons abordé également plusieurs spécificités de chacun d'eux, sans compter les thèmes qui, au contraire, ont été répétés et revus. Nous avons essayé aussi, nous nous sommes intéressés à la littérature juive qui a marqué aussi sa présence dans la littérature tunisienne francophone, ainsi que les Italiens siciliens également, qui ont beaucoup marqué la production de la littérature francophone en Tunisie, et cela a été donc démontré par 2 de nos collègues, je les en remercie. Des écrivains eux-mêmes sont venus pour prendre la parole et pour expliquer leur parcours et la direction de leur plume, si vous voulez. Pourquoi ont-ils choisi d'écrire? Nous avons eu quand même plusieurs moments fort enrichissants et je remercie tout le monde pour l'apport, aussi minime soit-il, puisque je l'ai répété de nouveau, nous avons travaillé en 1 jour et demi et j'espère que cela nous ouvrira plusieurs d'autres portes pour continuer notre approche. Voilà, je vous remercie. Merci à tous et à toutes.